Arnold Schwarzenegger, bodybuilder, star de cinéma, gouverneur de Californie, 3 vies en une seule, et à la fin de tout ça, il a écrit un livre. Le titre, c'est pas comment j'ai tout eu, d'accord? C'est Be Useful, sois utile, 2 mots. Et aujourd'hui, on va passer cet épisode de podcast à comprendre pourquoi ces 2 mots-là changent vraiment quelque chose. Quand j'ai vu le titre, j'ai failli passer à côté. Sois utile. Ça sonne trop sage, trop tranquille. Genre, un peu comme un conseil que ton grand-père va te donner entre la soupe et le dessert. Et en fait, non. Ce livre, il est vraiment cool et il a fait l'effet d'une bombe. Et on va t'expliquer pourquoi. La question à se poser aujourd'hui, et on va y revenir dans ce podcast, c'est finalement, est-ce qu'être utile, c'est plutôt une philosophie de vie ou c'est un mécanisme derrière toute forme de performance qui dure vraiment? Salut à toi, c'est Samir et Julien, et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Arnold Schwarzenegger a 7 règles dans le livre qu'il a écrit, Be Useful. Il partage 7 outils. On va pas te les lire dans l'ordre, on va juste creuser ceux qu'on trouve vraiment utiles. La vision, le travail, les plaintes et les miroirs. Et le fil rouge qui relie tout ça. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'Arnold n'est pas un des philosophes de comptoir qu'on peut parfois rencontrer ou lire à certaines occasions. C'est quelqu'un qui est parti de rien, d'accord? Il est parti d'un village autrichien, d'une famille pauvre, d'un père qui n'a pas été évident et qui construit 3 carrières de niveau mondial. Donc quand il parle, c'est pas de la théorie, c'est du vécu, testé en plus à l'extrême. Et ça change tout dans la façon dont on lit ce qu'il dit. Les mêmes mots dans la bouche d'un gars qui a jamais pris de risque, ça vaudrait rien. Là, ça a une importance. On va commencer ici par un truc qui m'a vraiment fait m'arrêter dans le livre d'Arnold. C'est quand il raconte comment il voyait sa vie future. Et l'image qu'il utilise, elle est importante. En fait, il dit qu'il se voyait sur scène, en train de gagner Mister Universe, avant même d'avoir remporté la moindre compétition. Il voyait les détails, la lumière, le public, le trophée dans ses mains. Et là, tu as envie de dire, ouais, ok, donc la visualisation, ça marche et il en est la preuve. Sauf que c'est pas vraiment ça. Non, effectivement. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que lui-même, dans son livre, il anticipe cette lecture-là et il la démonte. En fait, ce qu'il dit, c'est ce que je fais, c'est pas le secret. C'est pas la loi de l'attraction. Il est presque d'ailleurs agacé de devoir constamment le préciser. Tu vois, le truc, c'est que j'ai eu un client à un moment donné et c'est quelqu'un qui avait une vision hyper claire de ce qu'il voulait construire. Il parlait de ses objectifs avec une précision, mais vraiment au laser. Il visualisait tous les matins. Il avait un beau tableau de vision sur son mur et dans sa vie réelle, ça n'avançait pas. Il n'y a rien qui bougeait. Mais vraiment, il n'y a rien du tout. Et quand on a creusé ensemble, on a compris en fait ce qui se passait pour lui. La vision, ça lui donnait une satisfaction anticipée. Et du coup, son cerveau, il vivait déjà dans le futur. Du coup, l'urgence d'agir maintenant, elle n'existait plus à ce moment-là. Et tu vois, le truc, c'est que ça, c'est documenté. Il y a des recherches là-dessus. Notamment les travaux de Gabriel Oettingen, qui a passé 20 ans à étudier exactement le mécanisme dont je suis en train de te parler ici. Ce qu'elle montre, c'est que la pensée positive pure, sans ancrage dans la réalité, ça réduit ta motivation à agir. Et pas juste un tout petit peu, De façon mesurable, ça flingue ton ambition. Et le truc, c'est que les gens qui font ça, ils n'ont pas l'impression de glander. Ils ont l'impression de travailler sur eux. Ils lisent des bouquins, ils écoutent des podcasts, ils visualisent, mais en vrai, c'est du confort déguisé en croissance. Ouais, absolument. Merci Samir pour ça. Et Arnold fait exactement, justement, la distinction opposée. La vision pour lui, c'est le cap. Mais entre le cap et l'arrivée, il y a une seule chose, c'est le travail. Et pas n'importe lequel, Un travail qui fait mal. Dans le livre, il dit un truc qui m'a secoué. En fait, il dit, si ce que tu fais ne t'a jamais rien coûté, si ça t'a jamais mis vraiment mal à l'aise, alors, c'est que tu travailles pas assez dur. Alors, c'est assez cash, c'est assez direct, mais c'est honnête. Et là, on aurait envie de lui répondre, ouais, mais tout le monde peut pas s'entraîner 5 heures par jour. Et il anticipe ça aussi.
En fait, il dit que le principe vaut quelle que soit ta situation. La question, c'est pas les heures. La question, c'est est-ce que ce que tu fais te pousse vraiment ou est-ce que tu restes dans ta zone de confort en croyant travailler? Imagine le gars qui fait ses 8 heures au bureau, d'accord? Donc voilà, il gère ses mails, il fait ce qu'on lui demande, mais pas grand-chose de difficile. Rien le tire vraiment vers le haut. Il est là, il maintient, c'est sa routine. Et le truc, c'est que maintenir, c'est pas avancer. C'est juste rester à niveau. Et on va revenir sur cette distinction entre maintenir et construire, mais avant, il faut parler de quelque chose que la plupart des gens font dans le mauvais ordre. Alors en fait, Arnold Schwarzenegger, il a une expression que j'adore. Il dit que sa vision, en fait, il se l'est tatouée à l'intérieur des paupières. C'est vrai que Julien, je vois beaucoup de gens qui se tatouent un petit peu Mhm, leurs projets et tout ça sur le corps. Bah lui, en fait, il se l'est tatoué dans la tête. Et mhm. chaque nuit, quand il fermait les yeux, bah, il voyait où il allait. Et en fait, chaque matin, dès qu'il se levait, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il allait à la salle. L'idée ici, c'est de comprendre comment la vision fonctionne vraiment. Alors, c'est pas un outil magique, ok? C'est un outil de navigation. Quand tu mets ton GPS en voiture, il te dit où tu as décidé d'aller. Mais c'est toi qui conduis. Le GPS, il fait pas tourner ton volant, à moins que tu sois connecté au satellite de Starlink et qu'à ce moment-là, ok, ta voiture conduit toute seule, mais sinon techniquement, tu mets ton GPS, quand il te dit de tourner à droite, c'est toi qui tournes à droite. Ouais. Et ouais, je sais pas si je ferais confiance à 100% à mon véhicule si il conduisait à ma place, Julien, vu le nombre d'accidents. Et le truc, bah, Julien, j'aime bien cette image justement du GPS parce que elle dit quelque chose d'autre aussi. Si tu regardes le GPS au lieu de regarder la route, malheureusement, tu risques de te planter. La vision qui t'attrape, d'accord, qui te fait rêver trop longtemps, bah, elle peut devenir aussi une distraction. Et c'est pour ça qu'Arnold insiste tellement sur la clarté, lui aussi. Pas sur l'intensité du rêve, sur la clarté. Savoir précisément ce que tu veux et ensuite ne plus y penser. Penser à quoi du coup? Bah Bah, penser aux actions. exactement, Julien. Et c'est ça qui est drôle en fait. C'est que dans le livre, il parle de son passage au cinéma. Avant même d'avoir décroché un rôle, bah, il se voyait déjà au premier rôle. Et les gens autour de lui, ils lui donnaient toutes les raisons pour lesquelles ça va pas marcher. Et je suis sûr que toi qui nous écoutes, t'en as plein des gens comme ça autour de toi. D'accord? Arnold Schwarzenegger, on lui rappelait son accent, on lui rappelait sa silhouette, on lui rappelait son nom, un nom très difficile à prononcer. Et là, on peut nommer le principe des croyances en fait. C'est que ces obstacles, accent, physique, non, eh ben lui, il les a transformés en éléments distinctifs. L'accent est devenu sa signature. La silhouette, son avantage dans les rôles d'action. Et son nom, tout le monde le connaît aujourd'hui. Ouais, exactement. Et ça me fait penser à un autre acteur, Julien. Ça me fait penser à Sylvester Stallone, qui avait aussi une imperfection au niveau du visage, qui vient de Mhm. son enfance, il me semble, le jour où il est né. Je crois qu'il a été tiré, tu sais, il y a certains enfants qui n'arrivent pas à sortir. Et donc, il a été tiré avec une forceps et ils lui ont endommagé un nerf, il me semble. Ce qui fait que, bah, en fait, il a une espèce de décalage. Tu sais, il a une partie qui a été paralysée, un truc comme Tout ça. à fait, ouais. Et en fait, ça aurait pu être vu comme quelque chose, comme un frein. Et lui, bah, en fait, il en a fait sa signature. On connaît Arnold Schwarzenegger dans son rôle, même ne serait-ce que par exemple, dans Rocky. Bah, en fait, il en joue énormément, en fait, de ce petit défaut-là. Et le Tout à fait. truc, c'est que pour revenir à Schwarzenegger, il n'a pas lutté contre ces obstacles-là en les niant. Non, en fait, il les a regardés en face, il les a reconnus et il a demandé comment je peux intégrer ces obstacles dans mes défis. Comment je fais avec ça et pas comment je vais faire malgré ça. Et ça change tout. Surtout, Julien, qu'on a l'habitude de parler de linguistique. Les mots que tu utilises, Mhm. ils ont un impact sur ton cerveau. Complètement. Et cette distinction, en fait, elle est vraiment importante parce que la plupart des gens vivent dans le malgré. Ah, je vais réussir malgré mon manque d'éducation, malgré mon manque d'argent, malgré mon manque de réseau. Arnold pense en termes de avec. Qu'est-ce que j'ai et comment je l'utilise au maximum? Et vraiment ce changement du malgré, du ou, pas possible et on part sur le avec, je fais avec ça, je mets ça dans l'équation, eh bien ça change beaucoup de choses. Ouais. Et Julien, l'argent dans tout ça.
On peut se poser la question. Les sous-sous, les pépettes, la thune, le flouze. Bah oui, exactement. Non, parce qu'il faut être honnête, Julien. Il faut en parler sans langue de Blois. Ah, pardon, ça me rappelle un petit peu le ministre. Sans langue de bois, d'accord? Arnold Schwarzenegger, il est devenu très riche, d'accord? Et la richesse, bah, automatiquement, ça lui a ouvert des portes. Est-ce que si on n'a pas de thunes, sa philosophie, elle marche sans ça? Oui, parce que d'accord, la richesse lui a ouvert des portes, c'est sûr, mais ça a ouvert des portes après. Ça a pas ouvert Mhm. des portes avant. Il était pauvre quand il a commencé à s'entraîner. Il avait 20 $ en poche quand il a débarqué aux États-Unis. La philosophie a précédé l'argent et l'argent a suivi le travail. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit et de le dire clairement. Parce que sinon, on va tous tomber dans le piège du ouais, mais bon, lui, il a eu de la chance. Lui, il est privilégié. Ben non, en fait. Il a travaillé dur. Et ça, il y a une différence. Et dans ce qu'on est en train de te dire, on n'est pas en train de te dire que si tu travailles dur, tu auras à 100% ce que tu cherches. Mais en fait, si tu travailles pas, c'est sûr que tu l'auras C'est pas. sûr que C'est tu ça l'auras la pas. différence. Complètement. Et il y a un autre truc aussi dans son livre, en fait, qui est important, je pense, c'est son rapport au talent, ou plutôt son non-rapport au talent. En fait, il dit mot pour mot qu'il n'est pas le plus fort, pas le plus intelligent, pas le mieux connecté, et que ça lui a jamais semblé être un problème. Parce que ce qu'il avait, c'était la volonté de travailler. Et il dit que c'est la seule chose qui marche vraiment, pour tout et à chaque fois. Mais encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, travailler pour travailler ne sert à rien. Il faut que tu travailles dans la bonne direction, il faut que tu mettes des efforts sur les actions qui vont réellement payer et rapporter quelque chose. Sinon, tu as l'impression de bosser, mais en fait, tu brasses du vent et ça sert à rien. Et là, justement, Julien, il y a un truc qui m'a touché, c'est qu'il dit, si ton travail te fait jamais mal, si tu rentres chez toi le soir sans avoir l'impression d'avoir tout donné, malheureusement, t'es pas en train de construire quelque chose. Tu es en train de faire semblant et tu es en train de te mentir à toi-même. Et peut-être, Julien, avant de te laisser la parole, euh, on dit pas que tu peux pas avoir de la réussite sans trop travailler. Peut-être que tu as des talents. Il y a des gens qui ont des talents et qui sont très très bons dès le départ sur certaines choses. Mais le truc, c'est que s'il se repose à 100% sur ses talents et qu'il ne travaille pas, un jour ou l'autre, il va être derrière tout le monde. Parce que lui, il Absolument. stagne. Il est peut-être au-dessus au début, mais pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui grimpent, qui sont en train de travailler comme des malades. Et quand ils vont te dépasser, là, tu vas devoir ramer pour pouvoir les rattraper. Et ça me fait penser ne serait-ce qu'à des sportifs. Regarde, Julien, le nombre de sportifs ou de footballeurs qui étaient très très bons. On les a vus comme les nouveaux Zidane, les nouveaux Ronaldo et patati et patata. Parce qu'ils avaient des talents de malades. Et au bout d'un moment, tu comprends pas pourquoi, ils ont disparu. Ils sont plus là. Alors que tu avais des gens moyens qui sont au sommet. C'est parce qu'en fait, ils se sont reposés sur leurs acquis jusqu'au jour où ils ont ouvert les yeux et ils se sont rendus compte qu'il y avait un boulevard entre eux et ceux qu'ils mangeaient au petit déjeuner la veille. Ouais, complètement. Et le truc ici qu'il faut préciser, c'est que ça veut pas dire qu'il faut que tu souffres pour souffrir. C'est D'accord? ça. Arnold, il adorait ce qu'il faisait. Et il le dit très clairement, hein. Il dit que les gens lui demandaient, mais quand est-ce que tu as du plaisir? Quand est-ce que tu as du fun? Et lui, il répondait, en fait, j'ai jamais arrêté d'en avoir. Pourquoi j'aurais bossé comme ça sinon? 5 heures par jour pendant 15 ans, parce qu'il aimait vraiment ça, en fait. Il aimait s'entraîner, il aimait pratiquer, il aimait faire ce qu'il faisait. Et du coup, ça rejoint d'autres podcasts qu'on a déjà fait par le passé. On a repris justement ça aussi, ou plus exactement, on reprend aujourd'hui ce qu'on avait déjà dit par le passé. Mais c'est vraiment ce côté où travailler pour travailler ne sert strictement à rien. Regarde en fait les actions que tu mènes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent très dur dans leur quotidien. Attention, ils sont fatigués, ils travaillent fort, etc. Mais plus on avance dans le temps et plus on se retrouve avec des postes qui ne servent à rien. Il y a des gens dans des entreprises qui bossent toute la journée, qui sont claqués, qui sont crevés, mais que si on les fait disparaître de l'entreprise, en fait, l'entreprise pourrait tourner pareil. Mm. Parce que, en fait, ça sert à rien. Donc toi, dans ta vie, si tu as envie, en fait, de réaliser des choses, d'accomplir des choses, d'avancer, faut te poser cette question-là. Faut vraiment te poser la question de est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose? Est-ce que l'énergie que je mets dans une direction, elle est en train de me servir ma cause, servir mes projets, ou en fait, ça sert à rien? Et cette Ouais. question-là, il y a personne d'autre qui peut la poser à ta place. Donc vraiment,
fais évidemment ce que tu aimes le plus possible. Assure-toi que les actions que tu poses répondent à quelque chose de plus important et que tu n'utilises pas ton temps ou ton énergie ou tu te fasses pas souffrir pour souffrir. Ça sert strictement à rien. Ouais, exactement. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui diront, mais en fait, si, ça sert parce que ça sert à payer mes factures en fin de mois. Et c'est vrai, peut-être que ça te sert, mais est-ce que ça sert aux autres? Et elle est là la différence. Peut-être tes proches, mais est-ce que Mhm. ça répond à quelque chose qui pourrait changer les choses autour de toi? Et elle est là la différence, c'est que, encore une fois, tu peux travailler comme un malade, mais pas intelligemment, c'est pas planifié, c'est pas, tu sais, il y a pas réellement de but derrière, c'est juste tu fais les choses machinalement ou tu peux, en fait, décider. Julien, juste comme ça pour te donner un exemple, je connais des gens, c'est des acharnés du travail, mais c'est des gros fainéants et tu me diras: «C'est paradoxal». Tu vois? Mais en fait, c'est pas logique ce que tu es en train de me dire, c'est des fainéants et en même temps, c'est des acharnés du travail. En fait, ils sont tellement fainéants qui, qui sélectionnent les choses importantes et pas. Les choses pas importantes, ils vont les automatiser. Ils vont faire en sorte que ça leur prenne le moins de temps possible. Pourquoi? Pour pouvoir après se concentrer sur des choses qui apportent réellement de la plus-value. Et ça, tu peux le faire dans n'importe quel métier. Tu sais, on n'est pas en train de faire un petit peu comme toutes les personnes qui parlent du développement personnel font en venant te dire qu'il y a des métiers, c'est pourri, etc. Non, dans tous les métiers, tu peux faire la différence. Et tous les métiers sont importants. Mais tu peux, en fait, dans le métier que tu es en train de faire, tu peux t'épanouir à condition aussi de voir ce que les autres ne voient pas. Et pour voir ce que les autres ne voient pas, ce qui va être important, ça va être de faire du tri. Qu'est-ce que je peux optimiser et sur quoi je peux mettre mon énergie, sur quoi je peux travailler, sur quoi je peux transpirer un peu plus pour faire cette différence-là, ce truc que les autres ne font pas. Et c'est là que tu vas changer les choses, tu vas changer ta vision, tu vas changer la vision de ceux qui sont autour de toi, parce que tu vas pas être monsieur tout le monde ou madame tout le monde, d'accord? Et et tu vas pouvoir faire évoluer les choses. Et pour revenir à ce qu'on disait et que personne va te dire dans les, bouquins de développement personnel, c'est que beaucoup te disent: «Trouve ta passion et le reste suivra». Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche ou, ce qui est plus logique, c'est que si tu as pas trouvé quelque chose que tu aimes assez pour y souffrir, bah, en fait, tu vas avoir besoin de chercher encore un petit peu. Parce que la souffrance sans amour, bah, ça dure pas, malheureusement. Maintenant, on va parler d'un truc que Arnold Schwarzenegger dit et qui va en déranger pas mal, d'accord? Parce que c'est pas confortable, parce que aussi, vu que notre public est francophone, c'est quelque chose qui est très, très, très commun dans notre culture Très française. ancré. Eh oui, c'est les plaintes, d'accord? Et ben, en fait, Arnold Schwarzenegger nous a partagé sa position sur les plaintes et elle est radicale. La règle, elle est simple. Interdiction de te plaindre d'une situation si tu n'arrives pas avec une solution. Tu te tais, c'est tout. T'as pas le droit de te plaindre. Et lui, il l'applique, d'accord, cette règle. C'est pas une règle qu'il a pondue comme ça de son esprit. Non, non, il l'applique à lui-même autant qu'aux autres. Alors, ce que j'aimerais que tu comprennes ici, toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, c'est que faut pas voir ça comme une règle de dur à cuire qui veut pas entendre les problèmes des autres. D'accord? En fait, c'est une règle sur ce que la plainte fait dans ta tête. Et là, c'est pas une question de ce que Arnold Schwarzenegger dit ou ne dit pas. C'est ce que nous dit la recherche là-dessus. Te plaindre en permanence, non seulement ça ne résout pas les problèmes, mais en plus, ça crée d'autres problèmes. Samir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement? Exactement. En fait, quand tu te plains, ton cerveau, il reste focalisé sur le problème et il tourne en rond. Un peu comme un moteur, en fait, qui est en train de tourner en rond sans accélérer, qui fait du surplace. Et plus tu vas verbaliser, plus tu vas solidifier ce problème. Tu vas renforcer les connexions dans ton cerveau qui sont liées à ce problème. Donc, plus tu te plains, plus le problème va prendre de place dans ta tête. Et ça, c'est mécanique. Et là, il faut faire une distinction. Arnold, d'ailleurs, l'a fait, et je l'aime beaucoup. C'est identifier un problème clairement pour trouver une solution. Ça, c'est une chose qui est différente que de regarder une situation difficile en face, la nommer. Mais la nommer pour chercher une issue, pas chercher à se lamenter dessus. D'accord? Pas juste: «Oh, j'ai vu qu'il y avait tel problème, il y a ça qui marche pas, ça va pas du tout, on n'est pas content, on va manifester». Non, non, c'est pas pareil que de se lamenter, OK? C'est rechercher une solution activement.
tiens, je viens de voir quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux modifier? Se lamenter, râler, se plaindre, c'est avant tout attirer de l'attention et rechercher vraiment à être reconnu, soutenu, cajolé, protégé. Et c'est OK, c'est humain. Mais le truc, c'est que ça ne te fera pas avancer. En fait, Arnold Schwarzenegger raconte dans son livre qu'il a une opération à cœur ouvert qui a très mal tourné. Et dans sa chambre d'hôpital, il a dit qu'il a laissé les émotions arriver. La peur, la colère, la frustration. Il les a pas noyées, il leur a pas dit de se taire. Non, il les a reconnues. Et puis quand les médecins sont sortis de la chambre, il s'est dit, OK Arnold, c'est pas ce que t'aurais voulu, d'accord, mais be grateful, t'es vivant, t'as un objectif. Donc l'objectif, c'est de sortir d'ici. T'as une mission, c'est faire tous les exercices de rééducation qu'on t'a donnés. Donc tu te bouges. Et ça, c'est exactement ce que les psychologues appellent le recadrage. On ne nie pas la réalité, on ne fait pas semblant que tout va bien, on change notre manière de percevoir et les questions qu'on se pose. En fait, on passe de « mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» à « qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ?» Et ça transforme beaucoup de choses. Et vraiment, cette idée-là, c'est de dire « ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Qu'est-ce que je fais avec cette situation qui se produit ? Qu'est-ce que je fais avec ce problème qui se pose dans ma vie ?» Encore une fois, on ne fait pas l'autruche. On voit les problèmes qui sont là et on va faire avec. Mais se plaindre, encore une fois, ça servira à rien. Ouais, exactement. Et tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute là, qui se dit, ouais, bon, c'est facile à dire hein, quand tu t'appelles Schwarzy. Et tu sais, on l'entend, il n'y a pas de souci. Sauf que lui, en fait, il avait vraiment rien au départ. C'est pas comme les Elon Musk, tu sais, où on nous parle de success story qui vient de nulle part et qui a construit une fortune de ouf avec des entreprises, où lui, en fait, son père, Julien, il détenait la moitié des mines, je crois, d'Afrique du Sud. Et il avait énormément de thunes, en fait. Mais Ah, lui, Schwarzy, en fait, il est venu de nulle part. Il avait rien. Tout comme Sylvester Stallone, tout comme Van Damme également. Tu sais, c'est mhm. des personnes qui sont venues avec rien du tout. Et c'est ça la différence. Il y a beaucoup de gens qui ont tout dès le départ, donc le réseau, l'argent, les opportunités, qui se plaignent malgré tout quand même. Parce que c'est pas juste une question de ressources, d'accord? C'est une question de posture. Et ça, ils ont su l'incarner. Ouais, tout à fait, Samir. C'est tout à fait ça. Et en fait, Arnold, dans son livre, ne le dit pas comme une leçon de morale. Il en parle vraiment comme un outil. La plainte sans solution, elle va te coûter de l'énergie, elle va te vider de tes ressources, de ton énergie. Et le truc, c'est qu'elle va te maintenir dans un état où tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Donc, il faut impérativement sortir de cet état de complainte. On peut subir des choses. On peut vivre des situations qu'on n'a pas demandées. On peut se retrouver à devoir gérer des trucs qu'on aurait préféré ne pas avoir à gérer, qui sont parfois très injustes. Ça, c'est vrai. Mais ton état d'esprit et comment tu vas te positionner par rapport à ce qui t'arrive, eh bien ça, c'est la clé de qu'est-ce qui va avancer et qu'est-ce qui va stagner. Tu as des gens, peut-être que tu connais, où il leur est arrivé quelque chose il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, et ils sont encore en train aujourd'hui de se plaindre de ce qui a été. Et tout ce temps qui a été passé à se plaindre sur ce qui a été, c'est du temps qui n'a pas été utilisé pour vivre le temps, le moment qui était présent. Et les 50 années précédentes où on a passé notre vie à râler, à se plaindre de quelque chose, eh ben en fait, c'est des années qu'on ne pourra pas récupérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue de se plaindre sur les années perdues à cause de la chose qui s'est passée il y a 50 ans. Il faut changer cet état d'esprit, sinon on ne peut pas avancer dans la bonne direction. Ça n'est pas possible. Exactement. Et justement, Julien, les stoïciens, ils disaient exactement ça. Nietzsche aussi. Arnold, il le cite dans son livre, c'est le amor fati. Donc, Mmh. l'amour du destin. C'est pas le fait de supporter ce qui arrive, c'est le fait de l'aimer. D'accord? Encore une fois, pas parce que c'est agréable, d'accord? Mais parce que c'est la seule façon d'en faire du carburant. Exactement. Et en fait, ici, on se demandait tout à l'heure pourquoi des gens travaillent dur sans avancer. Eh ben, une des réponses, c'est ça. Ils travaillent tout en se plaignant du contexte. Et en fait, ces deux dynamiques-là, ça s'annule.
Parce que l'énergie part dans deux directions à la fois. Tu travailles pour bâtir quelque chose et tu te plains de ce qui est. Tu travailles pour bâtir et progresser et tu te plains de ce qui va pas et de ce qui fonctionne pas. Et en fait, tu ne peux pas faire les deux à la fois. C'est soit tu décides d'avancer et t'avances, soit tu décides de stagner parce que tu préfères râler. Mais ce choix-là, il est conscient. Et là, vraiment, je veux insister là-dessus. C'est pas ah bon à partir de demain, je me plains plus. Non, ça va être un effort conscient parce que tu vas commencer à te plaindre naturellement. Donc il va falloir que tu reprennes le dessus et de dire ok, c'est bon, j'arrête de râler. 2 minutes là, puis après c'est fini, je passe à autre chose. Et ça, on en a déjà parlé dans des podcasts précédents. La règle des 2 minutes. S'il y a un truc qui va pas, donne-toi, allez, 2 minutes pour râler, pour te plaindre. Mais une fois que c'est fait, tu passes à autre chose et tu vas chercher des solutions et tu poses des actions. Et s'il n'y a pas de solution, je te donne une règle ici qu'on partage à nos étudiants à l'Institut et qui est très simple. Les problèmes n'existent pas. Si un problème se pose à toi et qu'il a une solution, c'est que le problème n'existe pas. Si un problème se pose à toi et qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème, c'est une condition. Le problème n'existe pas. 2 minutes pour aller, puis après tu passes à autre chose. Exactement. J'aime bien ce que tu dis là. Si il n'y a pas de solution à un problème, c'est une condition. Ça sert à rien de se plaindre. Tu es en train de perdre ton énergie pour rien. Accepte et Tu fais fais avec. avec. C'est ça, Exactement. exactement. Donc, justement, Julien, il y a un truc qui est souvent fait en coaching. Je te parle à toi qui nous écoutes. Toi qui as peut-être quelque chose en ce moment qui te pèse sur le cœur. En fait, on demande aux gens d'écrire leur plainte principale. Tu prends une feuille et tu l'écris. Et juste après, ce qu'on leur demande d'écrire, c'est la plus petite action possible qu'ils peuvent faire dans les 24 heures. Juste une action, d'accord? Une toute petite action, très simple. Pas besoin d'aller chercher, pas besoin d'être Einstein, tu sais, et de faire une étude de marché pour aller se dire quelle solution est la plus adaptée. Non, non, non. L'objectif, c'est de prendre une solution, une action, d'accord? Et tu le fais. Et le simple fait de faire ça, tu vas passer de la plainte à l'action. Et ça change tout, d'accord? C'est pas quelque chose de magique. En fait, ton cerveau, il va juste basculer dans un mode différent. Il va arrêter de gaspiller son énergie à zoomer sur le problème. Il va juste mettre son énergie sur l'action, sur le fait d'avancer. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui m'entourent, à des amis, etc. C'est que tant que tu avances, c'est l'essentiel. Pas besoin d'action parfaite, pas besoin de trucs grandioses. L'importance, c'est d'avancer. Si tu as avancé d'un pas, c'est déjà parfait. Parce que ce un pas cumulé chaque jour, au bout d'un moment, ça fait une grosse distance par rapport à ton problème. Et c'est là le cœur de tout ce que dit Arnold. Confronter les problèmes au lieu de s'en plaindre, ça t'entraîne à recadrer. Ça t'entraîne à chercher des solutions. Ça t'entraîne à prendre des risques calculés. Et ces muscles-là, en fait, plus tu les utilises, plus ils sont forts. C'est comme aller à la salle. Ouais, exactement. Donc, on va revenir ici sur cette fameuse question de visualisation. Parce que le truc, c'est qu'on en a parlé. Et la réponse d'Arnold sur ça, en fait, ça rejoint la science, et il l'a fait sans vraiment le savoir. C'est ce que les chercheurs appellent le contraste mental. En fait, tu visualises l'objectif, et juste après, tu visualises les obstacles. L'idée, c'est pas de te décourager, c'est plutôt pour préparer les réponses dont tu auras besoin, les stratégies dont tu auras besoin pour avancer. Et c'est ça dont tu as besoin. Une vision claire, de te frotter à la réalité, et puis un plan d'action. Sans le frottement, sans l'expérience, la vision, elle reste dans ta tête. Elle te fait du bien, certes, mais elle ne te fait pas avancer. Et Schwartzy, en pratique, c'est exactement ce qu'il faisait. Il se voyait gagner et il planifiait chaque séance, chaque compétition, chaque étape. La vision, elle nourrissait son plan, mais elle ne le remplaçait pas. Oui, et un des trucs qui m'a le plus marqué dans tout le livre, parce que jusqu'ici, on a parlé de vision, de travail, de pas se plaindre, et tout ça, ça pourrait être du développement personnel classique. Le dernier outil du livre, lui, il va vraiment sortir du lot. Ouais, alors c'est la règle du casse tes miroirs. C'est le dernier chapitre et c'est le plus puissant, selon moi en tout cas. Ouais, l'image, si tu veux, elle est simple. Tu as un miroir devant toi et tu te vois toi dedans. Quand ta vie entière est organisée autour de ta propre réflexion dans le miroir, tes objectifs, ta progression, ton image, ton argent, ton statut,
Tu ne vois que toi. Et le problème, c'est pas que c'est égoïste au sens moral du terme, c'est plus que c'est une prison. Parce que toi seul comme moteur, ça va t'épuiser. La recherche en psychologie de la motivation, elle le montre clairement. Les motivations qui sont centrées sur le soi, sur l'argent, sur la reconnaissance, sur le statut, en fait, elles ont juste une demi-vie. Elles s'épuisent très rapidement. Le cerveau, il s'adapte et il veut toujours plus. Il va toujours en redemander. Et toi, le truc, c'est que tu passes ta vie à courir après une satisfaction qui va reculer. Et Arnold dit ça après avoir tout eu. D'accord? L'argent, la gloire, le pouvoir, la reconnaissance mondiale, tout. Il dit que ce qu'il a vraiment tenu, d'accord? Ce qui lui a permis vraiment d'aller au bout, psychologiquement, émotionnellement, c'est quand il a commencé à se sentir utile pour les autres. Mais genre vraiment utile là. Pas juste l'image pour dire «Ah, je contribue un peu, c'est cool». Non, non, pour de vrai, se sentir vraiment utile. Ouais. Et il y a un discours justement de son beau-père, Sargent Shriver. Il était à la tête des Peace Corps aux États-Unis. Et il disait à des jeunes diplômés, arrêtez de vous regarder dans le miroir, regardez les gens derrière la vitre, ceux qui ont besoin de ce que vous savez faire. Et là, tu vois, on peut faire un parallèle avec Edmund Hillary, premier homme à avoir grimpé l'Everest. Il redescend, les journalistes l'attendent en bas et lui demandent comment c'était là-haut, comment il a vécu le truc, si c'était difficile. Et lui dit, c'était superbe, c'était magnifique, et j'ai vu une autre montagne que j'avais pas encore grimpée. Il était déjà en train, en fait, d'organiser sa prochaine expédition en descendant le mont Everest. Ouais, au sommet absolu de la performance humaine, à ce moment précis là dans l'histoire, lui, il regarde pas en arrière, il regarde pas ce qu'il vient de faire, non, il regarde autour et il voit plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est plus haut. Et au plus tu montes, au plus tu réussis, au plus tu as des objectifs qui sont hauts, au plus il y a des choses qui vont s'ouvrir devant toi que tu n'avais pas vues avant. Exactement, en fait, chaque victoire te donne une perspective nouvelle. Elle te permet de voir des gens que tu pouvais pas voir d'en bas. Et être utile à ces gens-là, c'est ce qui transforme une vie de succès en une vie de sens. Exactement. Et ce que Arnold Schwarzenegger dit là, je l'ai expérimenté il y a pas très longtemps et certainement toi aussi Julien. Quand j'ai fait Mhm. mon premier demi-marathon, j'aurais jamais cru un jour faire un demi-marathon. J'aurais jamais cru un jour courir 10 kilomètres. J'aurais jamais cru un jour imaginer faire un marathon. Mais en fait, à chaque fois que j'ai dépassé un palier, que je suis arrivé au sommet de la montagne, après je me disais, tiens, c'est intéressant. Je pensais pas pouvoir le faire avant, mais je l'ai fait. Et Mhm. si j'essayais de passer au palier suivant? Et c'est ça le truc, c'est que tant que tu ne te bouges pas, tant que tu ne te donnes pas des objectifs, que tu passes pas à l'action, tu ne souffres pas aussi quelque part pour des objectifs avec des paliers, en fait, rien ne s'ouvre devant toi et tu peux pas imaginer autre chose. Pour revenir à ce que disait Arnold, en fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a pas de hiérarchie dans l'utilité. C'est que il dit pas: «Soyez pompier ou médecin». Il dit en fait: «Fais ce que tu sais faire», d'accord? Mais fais-le pour les gens autour de toi, à l'échelle où tu peux le faire, maintenant, pas quand tu seras arrivé, à l'objectif. Fais-le maintenant. Oui, et le truc, vraiment, note ici que si t'attends d'être arrivé pour commencer à être utile, tu seras jamais utile. Parce que être arrivé à un stade, quelque part, à un résultat, à un aboutissement, ça n'arrive jamais vraiment. Il y a toujours une prochaine montagne. Il y a toujours un autre objectif qui arrive derrière. Exactement. Et ça, Julien, ça arrive très souvent avec les personnes aussi que tu accompagnes. Il y en a qui attendent d'avoir le bon niveau, la bonne formation, la bonne légitimité pour pouvoir commencer à aider les autres. Et pendant qu'ils attendent, il y en a d'autres qui savent exactement la même chose qu'eux, mais qui les mettent en pratique, qui aident déjà les autres. Et c'est en aidant qu'ils apprennent encore plus. En fait, c'est un cercle qui tourne dans le bon sens. Attends pas d'avoir toutes les infos, mets déjà en pratique, partage ce que tu as déjà. Exactement, parce que quand tu aides quelqu'un, tu structures ce que tu sais. Tu te forces à l'expliquer clairement. Tu vois ce que tu comprends vraiment et ce que tu comprends pas encore complètement. Et ça, c'est une des formes d'apprentissage les plus puissantes qui existent. Donc, encore une fois, être utile, c'est pas juste bien pour les autres, en fait, c'est bien pour toi également. Et ça peut être paradoxal, mais ça peut être aussi vu comme de l'égoïsme au final, mais dans le bon sens du terme. Parce que quand tu fais les choses pour les autres et que tu sais que ça t'apporte aussi du bien, en fait, c'est du win-win. Exactement, et il y a un truc qu'Arnold dit sur son père dans son livre, et ça fait prendre le tout une dimension différente.
En fait, son père lui a dit une phrase quand il était gamin. Une seule phrase, c'est sois utile, be useful. 2 mots. Pas de discours, pas de leçons élaborées, juste ça, sois utile. Ouais, et Arnold, et ça me fait penser à Hey Arnold, a passé, lui, il a passé sa vie à honorer ces 2 mots, d'accord? En tant que bodybuilder, il a été utile à un sport qui cherchait sa légitimité. En tant qu'acteur, il a été utile à des millions de gens qui cherchaient quelque chose à ressentir. Et en tant que gouverneur, il a été utile à un État qui avait besoin d'être secoué à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et à la fin du livre, il dit une chose particulièrement honnête. Il dit qu'il n'a pas toujours bien fait. Il a fait des erreurs, il a eu des années difficiles, il a fait des passages par différentes reconstructions, mais que être utile a toujours été le chemin qui le ramenait à quelque chose de vrai, d'important, d'utile pour lui. Ouais, exactement. Et toi qui nous écoutes, tu es peut-être en train de réaliser que la vraie ambition, celle qui tient, sur la durée, c'est pas juste pour toi. En fait, c'est à travers toi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Exactement. Alors avec tout ça, on va revenir ici sur la question du début. C'est est-ce que être utile, c'est une philosophie ou c'est un mécanisme qui est derrière toute performance qui va durer. Ouais. Après ce qu'on vient de se dire, en fait, je pense que c'est les 2, Julien, et c'est pas contradictoire. En fait, c'est parce que ça marche vraiment dans la tête, dans le corps, dans les résultats, que ça vaut la peine, en fait, d'en faire, un principe de vie. Ouais, être utile, c'est le seul moteur qui ne s'épuise pas parce que les besoins des autres ne disparaissent pas. Il y aura toujours quelqu'un pour qui ce que tu sais faire, ce que tu sais appliquer, mettre en place, va changer quelque chose. Et Ouais, ça, c'est un puits qui est sans fond, mais dans le bon sens du terme. exactement, ouais. Et justement, Julien, ça répond aussi à la question sur le travail. Pourquoi il y a des gens qui bossent dur sans avancer? Souvent, c'est parce qu'ils bossent pour eux seuls, et bosser pour soi seul, à un moment, ça suffit plus. Le sens va se vider, l'effort devient une corvée. Et ça me fait penser à tous ces leaders qui travaillent uniquement pour leur poire et qui en ont strictement rien à faire de leurs collaborateurs. Si ça marche pas, Par c'est parce que, exemple. en fait, il faudrait que tu penses plus grand. Pense à ton équipe, pense aux personnes qui sont autour de toi, pense à les faire grandir aussi, pas juste à les laisser à leur niveau. Tout à fait. Mm. Alors Arnold, il aimait ce qu'il faisait, 5 heures par jour pendant 15 ans d'entraînement. Il le faisait parce qu'il adorait ça. Il adorait ça parce que ça servait quelque chose de plus grand que lui. Devenir le meilleur bodybuilder du monde, c'était prouver que la discipline physique pouvait transformer un homme et pas juste un corps. Un homme en tant qu'individu, d'accord? Homme, femme, peu importe. Il n'y a pas de genre ici. Exactement. Bon, Julien, on va récapituler rapidement pour les personnes qui nous écoutent. La première chose, c'est que la vision, elle est nécessaire, mais elle doit être suivie d'un plan et d'action immédiate. Sinon, en fait, cette vision, elle va t'endormir, elle va t'anesthésier. La deuxième chose, c'est que le travail, c'est non négociable. Et le signe que tu travailles vraiment, c'est que ça te coûte quelque chose, c'est que quelque part, tu sacrifies quelque chose. Si tu es toujours confortable, c'est que tu es en train de te maintenir, mais pas de te construire. La troisième chose, c'est que la plainte sans solution, c'est de l'énergie qui est gâchée. Donc, identifie le problème, trouve une action et fais-la dans les 24 heures. Et la quatrième chose, c'est la chose la plus profonde, c'est casse tes miroirs. Arrête de te regarder uniquement toi. D'accord? Arrête d'être auto-centré. Regarde les gens autour qui ont besoin de toi et qui ont besoin de ce que tu sais faire. Et commence à être utile là, maintenant, tout de suite. Pas quand tu seras prêt, pas quand tout sera parfait. Non, là, tout de suite. Exactement. Et si toi qui nous écoutes ou nous regardes, tu te demandes par où commencer, une seule question. Ce que tu sais faire, dans quoi tu es vraiment doué, à qui est-ce que ça pourrait servir cette semaine? Une personne, plusieurs, et tu fais quelque chose pour apporter ça Exactement. aux autres. Ouais, exactement. Alors Julien, la prochaine fois, on va Mhm. s'attaquer à un truc qui nous trotte tous les deux dans la tête depuis un moment. Et je pense que toi aussi, tu y as certainement pensé sans vraiment te l'avouer. C'est pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leur objectif. Et je parle pas des gens qui essayent pas, d'accord? En fait, je te parle des gens qui veulent vraiment, qui planifient, qui commencent et qui, à un moment ou l'autre, finissent par s'arrêter. Ouais, et la réponse, c'est pas celle que l'on croit. C'est pas une question de discipline, c'est pas une question de méthode, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, qui agit en silence, qui nous sabote de l'intérieur, et on a des choses à te dire là-dessus qui vont probablement te bousculer un peu.
Donc tu likes, tu commentes, tu partages et tu mets la petite cloche là si tu sais pas, sinon, si tu l'as pas déjà fait, parce que sinon, bah, tu sauras pas ce qu'on va te partager la semaine prochaine. Exactement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode t'a donné envie de pousser plus loin, peut-être de découvrir le livre d'Arnold, eh bien, n'hésite pas. Le titre, c'est Be Useful. Donc voilà, avant de partir, Arnold dit dans le livre qu'il refuse qu'on l'appelle un self-made man, d'accord? Il dit que personne ne l'est vraiment. Il y a toujours des gens qui t'ont porté, qui t'ont aidé, qui t'ont ouvert des portes autour de toi. Et ce qu'on doit en retour, bah, c'est de faire pareil pour les suivants. Donc sois utile, Exactement. pas demain, fais-le là, maintenant. Et je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À prochaine. la prochaine.